Bonsoir. En Caroline du Sud, 45% des avortements en 2019 ont été pratiqués au cours des 6 premières semaines de la grossesse. Dans le cadre d'un vote à 30 contre 13, le Sénat de Caroline du Sud a fait adopter une loi sur la protection du fœtus contre l'avortement. Ce projet de loi interdit les avortements dès la détection d'un battement de cœur du fœtus, ce qui se produit généralement à environ 6 à 8 semaines de grossesse. Il y a toutefois quelques exceptions si la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste, si le fœtus a des problèmes ou si la vie de la mère est en danger. Le projet de loi est actuellement soumis à la Chambre des représentants et la majorité républicaine devrait l'approuver. Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré qu'il signerait le projet de loi s'il est accepté par la Chambre des représentants. Le gouverneur du Texas s'oppose aux actions du président Biden contre l'industrie du pétrole et du gaz. Il appelle les industriels à poursuivre l'administration en justice. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé jeudi un décret ordonnant à toutes les agences de l'État de poursuivre l'administration Biden pour toute action menaçant l'industrie énergétique de l'État. Je suis à Midland pour annoncer clairement que le Texas va protéger l'industrie pétrolière et gazière de tout type d'attaques hostiles lancées depuis Washington. Il reproche à la politique environnementale de Biden de vouloir détruire des emplois au Texas et il estime qu'il fait obstacle à l'indépendance énergétique que le Texas a octroyée aux États-Unis. Le décret d'Abbott fait suite à une série de mesures prises par le président au nom de la lutte contre le changement climatique. Il a notamment révoqué le permis de construction de l'oléoduc Keystone XL, rejoint l'accord de Paris sur le climat et mis fin au nouveau contrat d'exploitation de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales. Mercredi, le conseiller spécial du président pour le climat, John Kerry, a affirmé que Biden voulait s'assurer que les travailleurs du secteur de l'énergie aient de meilleurs choix d'emploi. Il a donné comme exemple la reconversion des mineurs en techniciens en énergie solaire. Ce que le président Biden veut faire, c'est s'assurer que ces gens ont de meilleurs choix, qu'ils aient des alternatives. Ils peuvent devenir employés dans la fabrication des panneaux solaires. Kerry a déclaré que la construction de panneaux solaires aux États-Unis sera au centre du programme de Biden. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a répondu aux commentaires de Kerry sur Twitter en l'accusant d'être déphasé. Un candidat au Sénat a souligné que les panneaux solaires et les éoliennes sont construits en Chine en utilisant des combustibles fossiles et expédiés aux États-Unis en utilisant des combustibles fossiles. Le gouverneur du Texas a déclaré que son décret permettra de s'assurer que le gouvernement fédéral ne puisse pas priver les Texans de leurs moyens de subsistance alors qu'il travaille sans relâche pour fournir l'énergie nécessaire à son État et au pays. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, estime que les mesures de Biden en matière de politique énergétique sont de mauvaises décisions. Il affirme qu'elles nuisent à l'emploi et à la sécurité des États-Unis. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, critique sévèrement les actions impulsives de Biden en matière de politique énergétique. En l'espace d'une semaine, il a signé plus de 30 décisions unilatérales et les ouvriers américains sont à bout de souffle. Selon McConnell, l'arrêt des travaux sur l'oléoduc Keystone aura un impact sur 11 000 travailleurs américains, dont 8 000 sont syndiqués. Il n'y a rien de vert dans un tsunami de papier rose pour les ouvriers américains, ni dans le fait de transporter du brut canadien dans des camions et des trains au lieu d'un oléoduc. McConnell a également critiqué les mesures prises en matière de changement climatique, notamment la réadhésion des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat. Il affirme que le gouvernement de Biden met délibérément les gens au chômage, réduit la sécurité énergétique nationale, augmente les coûts et les prix pour les familles, tout cela sans aucun impact significatif sur le réchauffement climatique. Selon McConnell, la Chine et la Russie doivent être ravis de cette initiative. En ce qui concerne l'arrêt de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur les terres publiques, McConnell affirme que cette mesure réduit instantanément la production nationale de pétrole d'un cinquième et réduit l'indépendance énergétique des États-Unis. Il a déclaré qu'en 2019, les États-Unis ont enregistré un excédent énergétique pour la première fois depuis les années 1950. Ce pacte vert improvisé est une mauvaise décision. Il est mauvais pour l'environnement. Il est mauvais pour la sécurité nationale. Et surtout pour les ouvriers américains qui seront bientôt d'anciens ouvriers américains si cela continue. Le sénateur affirme que les 4 dernières années ont prouvé que l'on peut à la fois accroître la prospérité, réduire les émissions et développer l'énergie domestique. Et l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden n'avait pas l'intention de rencontrer les 24 sénateurs républicains qui lui ont écrit pour lui demander d'écouter leurs inquiétudes concernant les récents décrets ciblant le secteur de l'énergie.
Le président Biden a signé plus de décrets au cours de ses 9 premiers jours que n'importe quel ancien président au cours de ses 2 premiers mois. L'administration a fait face à quelques procès pour ces décrets et certains ont accusé Biden d'avoir agi au-delà de son autorité. Retour sur tous ces décrets, leur contenu et leurs incidences. Le président Biden a signé une quarantaine de décrets au cours de ses 9 premiers jours de mandat. Si l'on compare ce chiffre avec ceux des anciens présidents Trump et Obama, il semble que Biden ait battu les records. Même Roosevelt, qui a signé le plus grand nombre de décrets de l'histoire, n'a pas démarré aussi agressivement que Biden. Cela a mis certains mal à l'aise quant à la façon dont il dirigera pendant son mandat. Mais quels sont les impacts de ces décrets sur la vie quotidienne des Américains ? Les gens pensent que les décrets sont une autre façon de légiférer. Mais en réalité, cela signifie que le président dispose généralement d'une grande latitude pour décider de la manière d'appliquer des lois particulières. Il y aura toujours le désir de se justifier en disant « Eh bien, le président avant nous était incompétent » ou bien « il n'a pas fait assez de choses ». La plupart des décrets de Biden a porté sur la réponse au virus, mais Guzman affirme que ces décrets servent plus à redorer son image plutôt qu'à changer de cap. Je n'en vois aucun qui représente vraiment pour moi un changement de direction. C'est-à-dire un vrai changement par rapport à la façon dont l'administration Trump a traité le problème Covid. Sauf, bien sûr, qu'il y a davantage de tendance dans l'administration Biden que dans l'administration Trump à vouloir centraliser les choses. Toutefois, certains décrets ont un impact important sur les Américains, comme le gel des expulsions pendant 100 jours qui a été contesté devant un tribunal et temporairement bloqué par un juge fédéral. Cela, je pense, a dépassé la simple compétence de l'exécutif, y compris avec le changement de politique, à savoir la politique que le Congrès a adoptée par le biais du processus législatif. Un autre décret important qui aura un impact direct sur les Américains est l'interdiction des contrats de concession d'énergie qui a également été contesté devant les tribunaux. Du nouveau, dans l'affaire Crossfire Hurricane, un avocat du FBI ne sera pas envoyé en prison après avoir plaidé coupable d'avoir falsifié un document qui a entraîné une importante erreur dans une demande de renseignement sur un conseiller de la campagne Trump. Un juge fédéral a condamné l'ancien avocat du FBI, Kevin Clinesmith, à 1 an de sursis avec mise à l'épreuve. Le juge a donné raison à la défense, qui a soutenu que Clinesmith n'avait pas l'intention de mentir lorsqu'il a falsifié un courriel d'un agent de liaison de la CIA, un courriel qui décrivait Carter Page comme ayant donné des informations à l'agence. L'accusation demandait une peine plus lourde pour Clinesmith, rappelant que pour les délits qu'il qualifie de moins graves, le conseiller de campagne et l'avocat de Trump ont été envoyés en prison. Malgré les protestations soulevées par le vote par correspondance autour des élections du 3 novembre, les législateurs démocrates veulent généraliser le vote par correspondance. Le sénateur Ron Wyden et le député Earl Blumenauer ont présenté jeudi un projet de loi appelé l'acte du vote à domicile. Le projet de loi vise à étendre massivement l'accès au vote à domicile. Les 2 législateurs démocrates de l'Oregon ont déclaré dans un communiqué de presse que la législation est destinée à lutter contre la suppression des électeurs. Cette initiative contraste fortement avec un projet de loi présenté par les républicains il y a plusieurs semaines. Celui-là visait à renforcer l'intégrité des élections en durcissant la vérification des inscriptions sur les listes électorales et en limitant les règles d'acceptation des bulletins de vote par correspondance. Les critiques de la généralisation du vote par correspondance mettent en garde contre le risque accru de la fraude électorale dont les allégations ont été au premier plan lors des dernières élections. La loi des démocrates sur le vote à domicile stipule que tous les électeurs inscrits recevraient des bulletins de vote par courrier des semaines avant le tour du scrutin afin de leur laisser le temps de faire des recherches sur les candidats. Elle permet également à tous les électeurs inscrits de déposer leurs bulletins de vote par la poste ou dans les urnes. Quant au projet de loi républicain de la Chambre, appelé Safe Democracy Act, il vise à créer des protections contre les irrégularités électorales et la fraude électorale, notamment en empêchant l'inscription automatique des électeurs sur les listes, en interdisant aux États d'envoyer des bulletins de vote par correspondance non demandés et avec l'interdiction d'utiliser les urnes publiques. Le député Jim Banks a déclaré dans un communiqué de presse « Ce projet de loi va rétablir la confiance du public dans le fait que leur vote est compté et que leur voix est entendue ».
Le Conseil des superviseurs du comté de Maricopa dit vouloir redonner confiance au public sur l'élection de 2020. Il a approuvé une enquête criminalistique des équipements électoraux du comté. Le comté de Maricopa en Arizona va procéder à une expertise criminalistique complète de ses systèmes de vote. Cette mesure fait suite aux inquiétudes exprimées par les électeurs concernant l'intégrité des élections de novembre 2020. Le président du Conseil des superviseurs du comté a répondu à ces préoccupations. Peu importe comment nous en sommes arrivés là. Il y a maintenant un certain nombre de personnes qui ont de sérieux doutes sur notre processus électoral. Et ce sont des personnes qui comptent à mes yeux. Le superviseur Bill Gates a déclaré que les préoccupations concernent principalement l'équipement de tabulation du comté. Il est clair qu'il y a encore des questions qui se posent dans la communauté et particulièrement en ce qui concerne les machines. Nous avons beaucoup entendu parler des machines. C'est pourquoi je suis ravi que cet audit se concentre sur les machines elles-mêmes. Le Conseil prévoit d'engager 2 sociétés indépendantes pour réaliser l'audit. Il comprendra un examen des logiciels, du matériel et de la situation financière des systèmes de vote. Il s'agira de vérifier si les machines ont envoyé ou reçu des informations par Internet et de contrôler l'exactitude du matériel de comptage des votes. L'administration du comté a publié une liste de mesures prises précédemment pour assurer la sécurité des élections jusqu'au 3 novembre et au-delà. Le Conseil du comté, contrôlé par les républicains, a voté à l'unanimité en faveur de l'audit. Le ministère de la Justice a inculpé un individu pour ses mèmes sur Internet. Il est accusé de conspiration pour avoir interféré avec les élections de 2016 par le biais de ces mèmes qui sont une sorte de caricature. L'influenceur des réseaux sociaux Douglas Markey, également connu sous le nom de Ricky Vaughn, est accusé de conspiration avec d'autres pour avoir interféré avec le droit de vote des gens. C'est ce qu'affirme le ministère de la Justice qui a arrêté Markey à son domicile en Floride mercredi. En 2016, Markey a publié une série de mèmes sur Internet pour soi-disant diffuser des informations sur le processus de vote. Une image sur son Twitter invitait les électeurs à éviter la file d'attente et à voter de chez eux en envoyant leur vote par SMS. La plainte indique que près de 5000 numéros de téléphone différents ont répondu, mais on ne sait pas si ces personnes ont aussi voté ou non. Zach Smith, juriste, nous éclaire sur les actions répréhensibles de Markey. Le gouvernement doit prouver que 2 personnes ou plus étaient impliquées dans cette conspiration, qu'ils avaient l'intention de priver quelqu'un d'un droit fédéral, et que ce droit fédéral a été clairement établi. Dans ce cas-là, il s'agira bien de leur droit de vote. Selon Smith, l'accusation de Markey ne signifie pas qu'il a commis lui-même le délit. Les procureurs l'ont inculpé de cette façon parce qu'on n'est pas obligé de prouver une privation réelle d'un droit fédéral. On doit juste prouver une conspiration et une intention de priver quelqu'un de son droit fédéral. Comme Markey a pris des mesures concrètes pour empêcher les électeurs de voter légitimement, il n'est peut-être pas protégé par le premier amendement qui assure la liberté d'expression. Il s'agit d'une question légale intéressante de savoir comment ce cas sera considéré à la lumière du premier amendement. Pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ce procès va se dérouler et quel impact il aura sur l'avenir de la liberté d'expression à l'ère des mèmes sur Internet. S'il est reconnu coupable, Markey pourrait être condamné à une peine de prison allant jusqu'à 10 ans. Le candidat désigné par Biden au poste de haut responsable à la politique asiatique a permis de fonder une association à but non lucratif pour promouvoir l'apprentissage de la langue chinoise, mais le groupe a été par la suite soupçonné d'être fortement influencé par le PCC. Des questions se posent sur Kurt Campbell, le nouveau directeur de la politique asiatique du président Joe Biden. Il aurait été cadre supérieur d'une organisation à but non lucratif soupçonnée d'être une façade pour la campagne d'influence du Parti communiste chinois. C'est ce qui ressort d'un article du Free Beacon de Washington. Le groupe s'appelle US China Strong Foundation. Son site web a été entièrement démantelé depuis. Mais une page archivée du site web mentionne Campbell comme ayant occupé le poste de vice-président de la fondation. Selon une chronique de Politico qu'il a écrite en 2013,
2013, il a lancé la fondation en tant qu'organisation indépendante à but non lucratif pour aider les Américains à se rendre en Chine et pour apprendre le chinois, quelques semaines seulement après que Campbell ait quitté son poste au département d'État sous l'administration Obama. Le groupe a été financé en partie par la femme d'affaires sino-américaine Florence Fang. Fang est inscrite comme présidente honoraire de la section de San Francisco de l'Association nationale pour l'unification pacifique de la Chine. Le département d'État américain affirme que l'association fait partie du département du travail du Front uni du PCC, l'agence de propagande du régime chinois à l'étranger. Les personnes travaillant pour le Front uni profitent souvent des échanges économiques et culturels pour établir des liens avec les politiciens occidentaux ainsi qu'avec les dirigeants universitaires et commerciaux. L'organisation vise à influencer la politique de l'Occident vis-à-vis de la Chine en la rendant plus favorable aux intérêts stratégiques du régime. Parmi les autres membres de la direction de l'US-China Strong Foundation, on trouve Ronnie Chan. Chan est un citoyen américain qui a servi de conseiller au régime chinois. Il est également un ancien fonctionnaire de Hong Kong et le chef d'un groupe d'agents étrangers du régime chinois. Les sources de financement de la fondation comprennent le conglomérat chinois Wangxian. L'entreprise chinoise a gagné la faveur du public ces dernières années grâce à son investissement de plusieurs centaines de millions de dollars en 2012 dans une petite entreprise énergétique qui était à l'époque un client de Hunter Biden, le fils du président Biden. Un rapport du Financial Times de 2019 a mis en évidence la société dans un article intitulé « Le réseau d'intérêt de Hunter Biden ». La fondation US-China Strong a fait l'éloge du régime chinois et de ses projets. Elle aurait célébré la sortie d'un film sur le 90e anniversaire de la création de l'armée populaire de Chine dans un tweet en 2017, invitant ses abonnés à lire un discours du président communiste. Le groupe s'est également associé avec les Instituts Confucius, une organisation qui promeut les échanges linguistiques et culturels entre les écoles chinoises et étrangères. Le département d'État l'a qualifiée de mission étrangère chinoise l'été dernier, affirmant qu'elle encourage la propagande de Pékin. Un expert a déclaré au Free Beacon de Washington que la fondation US-China Strong pourrait être très fortement influencée par le PCC, à tel point qu'elle serait pratiquement identique à l'un de ses services à l'étranger. Nancy Pelosi a affirmé que des députés ont probablement besoin de plus de moyens pour leur sécurité car il y aurait des ennemis à l'intérieur du Parlement. Ces déclarations font suite à une alerte du département de la sécurité intérieure sur l'augmentation des menaces. Je crois vraiment, et je l'ai toujours répété, que nous aurons probablement besoin de moyens pour plus de sécurité lorsque l'ennemi est à l'intérieur de la Chambre des représentants. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous dites que l'ennemi est à l'intérieur? Je veux dire que nous avons des députés qui veulent porter des armes au sein du Congrès et qui ont menacé d'autres membres du Congrès. Nancy Pelosi n'a pas donné de nom, mais un peu plus tôt dans sa conférence de presse, elle a été questionnée sur la nouvelle élue républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie. Cette dernière s'est fait remarquer cette semaine pour d'anciens commentaires postés en ligne avant d'entrer en fonction. Elle a fait entre autres des commentaires pour défendre le deuxième amendement sur la détention des armes. Sa page Facebook aurait prétendument liké un commentaire qui suggérait de la violence contre Pelosi. Dans un tweet, Greene a affirmé que plusieurs personnes se sont occupées de ses comptes de réseaux sociaux par le passé et que certains de ses commentaires ne reflètent pas ses propres opinions. Le président Joe Biden poursuit l'une de ses promesses de campagne en créant une commission pour examiner les possibilités de réforme de la Cour suprême. Certains lui reprochent d'essayer de modifier la Cour suprême à son avantage. Biden est sous la pression de la base de son parti pour ajouter des juges supplémentaires à la Cour suprême. La décision de créer une commission intervient après que la sénatrice républicaine Shelley Moore Capito ait déposé un projet de loi pour limiter le nombre de juges à 9 à la Cour suprême. C'est le nombre maximum qui a été en vigueur pendant près d'un siècle. En octobre 2020, Biden a déclaré dans une interview que le système judiciaire fédéral était détraqué. Il a affirmé plus tard qu'il créerait une commission bipartisane pour revoir le système judiciaire fédéral. L'ancien président Franklin Roosevelt avait déjà essayé de modifier le nombre de juges à la Cour suprême dans les années 1930, mais les députés de son propre parti avaient contesté alors que le peuple exprimait aussi son désaccord. Le sénateur Bill Hagerty a recruté 13 fonctionnaires de l'administration Trump, dont l'ancien attaché de presse de la Maison-Blanche Judd Deere. Hagerty est un sénateur fraîchement élu. C'est un homme d'affaires qui a été soutenu par l'ancien président Trump. Les nouveaux employés travailleront à son bureau de Washington. John Rader sera son chef de cabinet. Il a fait partie de l'équipe de transition du président Trump en 2016. Judd Deere a travaillé pour l'administration Trump jusqu'au dernier jour du mandat et sera la porte-parole de Hagerty. Julia Hahn a travaillé comme assistante adjointe de Trump et travaillera au service communication de Hagerty. L'équipe politique du sénateur inclut aussi des ex-fonctionnaires qui occupaient des postes similaires. Cette annonce intervient au moment où des groupes de gauche incitent les entreprises à ne pas employer les anciens membres de l'administration Trump.
Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.